Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de corps pur et de mélange. Alors, vous avez devant vous ce qui a été étudié au collège par rapport à ce thème. Et, bien entendu, vous avez la liste des notions et contenus et capacités exigibles du programme. Nous commenterons tout cela à titre de bilan en fin de chapitre. Alors, donc, nous allons faire quelques rappels du cycle 4 sur ce thème. Nous allons parler donc d'échelle macroscopique, échelle microscopique, entité chimique. Donc on va prendre l'exemple de l'eau pure, l'exemple de l'eau pure dans un verre. Voici un verre d'eau, de l'eau pure, et on voit bien de l'eau, on le voit, c'est à notre échelle. On dit qu'on est à l'échelle macroscopique. Ensuite, on va zoomer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, zoomer très très fort, et on va alors arriver à l'échelle moléculaire. Et les petites particules bleues que vous voyez, ce sont des molécules d'eau. Nous pouvons dire que nous sommes ici à l'échelle microscopique. Donc, nous devons retenir la chose suivante, c'est que l'échelle macroscopique est utilisée pour des objets à l'échelle humaine, c'est-à-dire des objets visibles à l'œil nu ou bien au microscope optique. Alors, dans microscope, il y a microscopique, mais les objets vus au microscope optique, ce sont des cellules, des bactéries, des choses comme ça, et donc elles sont constituées d'un très grand nombre de molécules. Donc, on ne considérera pas ces objets-là comme des objets à l'échelle microscopique, mais plutôt à l'échelle macroscopique. L'échelle microscopique, quant à elle, est utilisée pour des objets à l'échelle des atomes, des molécules, des ions, etc. On les appelle les entités chimiques. Alors, nous allons définir ce que c'est qu'une espèce chimique, un corps pur, et évidemment parler de formules chimiques. Alors, voici donc de l'eau pure. Nous avons vu que l'eau pure est constituée de molécules d'eau uniquement, c'est-à-dire d'entités chimiques toutes identiques, les molécules d'eau. On dira alors que l'eau est une espèce chimique, ou encore que l'eau est un corps pur. Donc, ce que nous avons à retenir, c'est la chose suivante. Une espèce chimique, c'est l'ensemble. C'est un ensemble d'entités chimiques toutes identiques. Et c'est important de dire que c'est toutes identiques. Elle est représentée par une formule chimique H2O. C'est-à-dire dans une entité, dans une molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Un corps pur, c'est une substance constituée d'une seule espèce chimique. C'est-à-dire qu'il y a une seule qui est constituée d'un seul type d'entité. Les molécules d'eau, par exemple. Citons des exemples. Alors ça, vous devez être capable de citer des exemples courants de corps purs. Et nous allons alors parler de corps purs simples et de corps purs composés. Alors, parlons de corps purs simples et donnons des exemples. L'exemple de l'aluminium. Alors, l'aluminium, vous voyez que ça intervient dans des ustensiles de cuisine tels que, il fait tout. Et l'aluminium, c'est constitué d'atomes d'aluminium. C'est-à-dire, la formule chimique, c'est un seul symbole, donc il y a un seul type d'entité. Les entités chimiques sont constituées d'un seul type de taux. De même le carbone. Alors, le carbone, j'ai donné comme exemple donc une électrode d'une pile qui est constituée de graphite, c'est-à-dire une certaine variété de carbone. Là encore, il n'y a qu'un seul type d'atome dans la formule. Donc on appelle ça des corps purs simples. Maintenant, les corps purs composés. Donnons quelques exemples. Le dioxyde de carbone. Alors vous voyez, c'est constitué
la formule c'est CO2, constitué donc d'atomes de carbone et d'atomes d'oxygène. Donc il y a deux types d'atomes là-dedans, donc il y a plus d'un type d'atome. On dit que c'est un corps pur composé. Une petite photo, le dioxyde de carbone peut se trouver à l'état solide dans les extincteurs pour éteindre, vous voyez, un feu. Et là, ben voilà un exemple où le dioxyde de carbone intervient. Ensuite, le chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine, constitué d'entités chimiques mettant en jeu deux atomes, atomes de sodium, Na, et atomes de chlore. C'est un corps pur composé encore. Bon, maintenant, ben de l'eau, H2O, là aussi, c'est un corps pur composé. Il y a un petit d'atomes, un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Autrement dit, un corps pur simple, c'est un corps pur constitué d'un seul type d'atome. Et un corps pur composé, c'est un corps pur constitué de plusieurs types d'atomes. Un seul type d'atome, Al, c'est deux types d'atomes, exemple, CO2, plusieurs types d'atomes, NaCl, H2O. Alors parlons de mélange homogène, hétérogène. Notion de phase. Bien, alors, donnons un exemple, l'eau salée. L'eau salée est constituée de deux types d'entités chimiques, des molécules d'eau en bleu et des entités de chlorure de sodium en plus petit. Donc, vous voyez que c'est donc, on appelle ça un mélange. Alors, un mélange, qu'est-ce que c'est ici? Ben, c'est un ensemble constitué d'au moins deux types d'entités. Alors, le mélange ici est homogène. Alors, si on a pris un peu de sel de cuisine et on a remué l'eau, le mélange a le même aspect partout. Alors, il ne faut pas trop en rajouter, mais si on n'en a pas trop à rajouter, le mélange est homogène, il a le même aspect partout. Donc, ici, on dira que le mélange est constitué d'une seule phase. Finalement, une phase, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange homogène, tout simplement. Deuxième exemple, on prend de l'eau et du sable. Alors, vous voyez que le sable en jaune, ici, se concentre au fond. Donc, il y a des particules sable au fond, et puis les molécules d'eau. On dira que c'est aussi un mélange, bien sûr, mais c'est un mélange hétérogène. Ça veut dire qu'il n'a pas le même aspect partout, comme on peut le voir. Là, ce mélange est constitué de plusieurs phases. Alors, il y a l'eau, une phase, l'eau pure, et puis chaque petit grain de sable constitue une phase. Alors, que faut-il retenir? Un mélange, c'est une substance constituée d'au moins deux espèces chimiques. Un mélange homogène, c'est un mélange qui a le même aspect à l'œil nu en chacun de ses points. Il constitue une seule phase. Un mélange hétérogène, c'était le cas de l'eau plus du sable, n'a pas le même aspect à l'œil nu en chacun de ses points. Il est constitué de plusieurs phases. C'est le cas que nous avons envisagé ici. Vous devez être capable de citer des exemples courants de mélange. Alors, donnons quelques exemples. La liste est exhaustive, on ne va pas donner tous les exemples possibles, on n'y arriverait pas. Alors, on prend par exemple de l'eau et du sirop de menthe. Alors, il y a du sirop de menthe qu'on a rajouté à l'eau, on a remué, on a homogénéisé, et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez très bien que ici c'est un mélange homogène, le mélange a le même aspect en chacun de ses points. On dit que les liquides, donc sirop de menthe et eau, sont des liquides miscibles, c'est-à-dire qu'on peut les mélanger sans problème. Deuxième exemple, de l'eau plus de l'huile. Vous voyez qu'ici c'est un peu différent. L'huile et l'eau ne se mélangent pas.
Donc on dira que le mélange est hétérogène, puisqu'on voit deux parties bien distinctes, deux phases bien distinctes, et on dira que l'eau et l'huile sont des liquides non miscibles. On ne peut pas les mélanger. Si on remue, évidemment, il va y avoir une émulsion, mais au bout d'un certain temps, l'huile va remonter et se séparer complètement de l'eau. Prenons du Coca-Cola. Le Coca-Cola, qu'est-ce qu'on peut en penser? On dira plutôt que c'est un mélange hétérogène, parce qu'on sait très bien que dans le Coca-Cola, il y a quand même des bulles de gaz. Donc en fait, le mélange n'a pas le même aspect en chacun de ces points. Donc on dira que c'est un mélange hétérogène. L'air. Alors l'air, lorsqu'il n'est pas pollué, il n'y a pas de poussière, eh bien c'est un mélange homogène, constitué principalement de dioxygène O2 et de diazote N2. On aura l'occasion de parler des proportions de dioxygène et de diazote que l'on peut trouver dans l'air. Alors retenons que des liquides miscibles sont des liquides dont le mélange est homogène. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une seule phase. Par exemple, l'eau plus le sirop de grenadine. Liquides non miscibles, ce sont des liquides dont le mélange est hétérogène, c'est-à-dire qui comprend plusieurs phases. Exemple, le cas de l'eau et de l'huile, et puis le cas du coca lorsqu'il y a beaucoup de bulles de gaz. Parlons de masse volumique, encore un rappel du cycle 4. La masse volumique ρ d'une substance, qui peut être une espèce chimique, c'est-à-dire un corps pur, ou un mélange, de masse petit m et de volume V, et le quotient ρ, alors ça c'est une lettre grecque qu'on appelle ρ, on l'appelle RHO, ρ égale m divisé par V. Les unités internationales, alors quand on a une relation, une définition, une formule, il faut parler des unités nécessairement. On rappelle, l'unité internationale, petit m, est exprimée en kilogrammes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kilogramme, c'est l'unité internationale de masse, et non le gramme. V, le volume, est en mètres cubes dans le système international. Le mètre cube est l'unité internationale de volume, et non pas le centimètre cube ni le décimètre cube. Rho est alors en kilogramme point mètre moins 3. Essayons de comprendre pourquoi. Parce que, puisqu'on a un rapport, un quotient, ρ sera en kilogrammes divisé par mètre cube. Or, divisé par mètre cube, c'est multiplié par 1 sur mètre cube. Et 1 sur mètre cube, c'est mètre puissance moins 3. Voilà, d'où la dénomination de l'unité, kilogramme, point, ça veut dire multiplié, par mètre puissance moins 3. Autres unités, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, qui ne sont pas internationales. Alors, les grammes par millilitre, par exemple, gramme millilitre moins 1, point millilitre moins 1. Ensuite, gramme point centimètre moins 3, ça veut dire gramme divisé par centimètre cube. Gramme point litre moins 1, ça veut dire gramme divisé par litre. Kilogramme point litre moins 1, c'est-à-dire kilogramme par litre. Et j'en passe. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, et ce qu'on va bien exploiter dans ce qui suit, c'est que la masse volumique d'un corps pur est caractéristique de ce corps pur. Si on a de l'eau, eh bien on a une masse volumique bien déterminée et à une température donnée. Donc on sait la masse volumique dépend de la température et de la pression atmosphérique. Donc à chaque corps pur, eh bien on associe une valeur bien déterminée de la masse volumique. Alors, ce que vous devez savoir citer des valeurs pour la masse volumique de l'eau liquide et pour l'air. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. À température et pression atmosphérique ordinaire, la masse volumique de l'eau liquide vaut ρ, alors c'est sous-entendu eau liquide,
égale 1,0 g point millilitre moins 1. Ça, vous devez avoir la valeur en tête avec son unité, gramme millilitre moins 1. Ou encore gramme point centimètre moins 3. Tout cela, pourquoi? Parce que le millilitre, c'est aussi 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Donc, autrement dit, 1,0 g millilitre moins 1 égale 1,0 g point centimètre moins 3 pour la masse volumique de l'eau. Par contre, la masse volumique de l'air, elle peut être estimée à ρR égale à 1,3 g point litre moins 1. Vous voyez que l'unité n'est pas la même pour ρO et pour ρR. Voilà. Donc ça, il faut le connaître. Alors, une petite question. On va comparer les ordres de grandeur de ρO et de ρR pour voir qu'est-ce qui est la plus grande, combien de fois, essayons de voir. Et de commenter la pertinence du résultat. Alors, une petite réponse que l'on va développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on demande de comparer deux valeurs de grandeur, eh bien, il faut en faire le quotient. Ce sont des grandeurs de même nature que l'on compare, et on compare deux masses volumiques. Il faut en faire le quotient. Alors, faisons le quotient de ρO par ρR. Alors, on veut calculer, si vous voulez, les ordres de grandeur, de comparer les ordres de grandeur, donc on va calculer l'ordre de grandeur OG du quotient ρO divisé par ρR, avec les masses volumiques exprimées avec la même unité, le gramme point litre moins 1. Vous n'avez pas le droit de diviser deux masses volumiques, par exemple de l'eau et de l'air, avec des unités différentes. Il faut absolument que le numérateur et le dénominateur soient exprimés dans la même unité. Faisons-le. Alors, commentons un petit peu. 1 gramme point millilitre moins 1 égale, alors on va essayer donc, d'exprimer la masse volumique de l'eau, non pas en grammes par millilitre, mais en grammes par litre, pour que l'on puisse ensuite faire le rapport tranquillement. Donc, on va convertir dans un premier temps gramme millilitre moins 1 en grammes par litre. 1 gramme millilitre moins 1, c'est 1 gramme divisé par 1 millilitre, égale 1 gramme divisé par 10 moins 3 litres. Pourquoi? Parce que milli, c'est multiplié par 10 moins 3. Donc, on a 10 moins 3 au dénominateur, donc 1 sur 10 moins 3, on sait très bien que c'est 10 puissance plus 3. Autrement dit, 1 gramme millilitre moins 1, c'est 10 puissance plus 3 grammes divisé par 1 litre. Il faut absolument mettre les unités au numérateur et au dénominateur. Égale donc 10 puissance plus 3 grammes point litre moins 1. Autrement dit, maintenant, tranquillement, on va pouvoir calculer le rapport ρO sur ρR en donnant les valeurs de ρO et ρR dans la même unité, le gramme par litre par exemple. Ça va donner donc 1,010 puissance 3 grammes litre moins 1, on recopie, d'accord, divisé par 1,3 gramme litre moins 1. Et en faisant le calcul, on trouve 7,7 10 puissance 2. Alors ici, on a gardé deux chiffres significatifs au numérateur, deux chiffres significatifs au dénominateur. Le résultat, c'est normal, doit être exprimé avec le minimum de chiffres significatifs, c'est-à-dire deux chiffres significatifs. L'ordre de grandeur de ρO sur ρR est donc égal à quoi? Eh bien, on a vu dans le chapitre 0 que si l'on écrit un nombre sous forme scientifique, si le petit a, c'est-à-dire ici 7,7, est supérieur ou égal à 5, ce qui est le cas ici, à ce moment-là, l'ordre de grandeur sera égal à 10 puissance 2 plus 1. Donc, l'ordre de grandeur de ρO sur ρR est égal à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000, grosso modo. D'accord ? Donc, eh bien, ça veut dire que ρO égale 10 puissance 3 multiplié par ρR. Alors, faisons une phrase pour exprimer ce résultat. Commentaire. La masse volumique de l'eau est de l'ordre de 1000 fois celle de l'air. Alors, est-ce que c'est surprenant
hein, on demande de commenter la pertinence du résultat. Alors oui, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que on sent bien que l'eau liquide est beaucoup plus condensée que l'air. On bouge beaucoup plus difficilement dans l'eau liquide que dans l'air. Ça veut dire qu'1 millilitre d'eau liquide contient beaucoup plus de molécules qu'1 millilitre d'air. Donc c'est logique que l'on trouve une masse volumique de l'eau beaucoup plus grande que la masse volumique de l'air. Alors que faut-il retenir comme morale de ce calcul? C'est que la masse volumique d'un liquide ou d'un solide, par exemple de l'eau liquide, est beaucoup plus grande que la masse volumique d'un gaz. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est logique. On bouge plus difficilement dans un liquide que dans un gaz. De l'ordre de grandeur de 10 puissance 3 à 10 puissance 4 fois plus grand. Alors, parlons maintenant de densité d'un liquide ou d'un solide. Alors, ça, c'est du programme de seconde. Ça n'a pas été vu au cycle 4. Alors, donnons la définition et retenons-la. La densité petit d d'un liquide ou d'un solide de masse volumique ρ est une grandeur sans unité et retenons que c'est sans unité définie par la relation D égale ρ sur ρ au liquide. C'est normal que ça n'ait pas d'unité puisque les deux unités sont les mêmes en haut et en bas et que ça se simplifie. Il n'y a donc pas d'unité au total. Pour D n'a donc pas d'unité. ρ et ρ au liquide doivent être exprimés absolument avec la même unité, sinon le calcul est faux. Alors, ce que nous remarquons, c'est que la densité d'un liquide ou d'un solide, c'est-à-dire d'un corps bien condensé, est toujours référencée à l'eau liquide. Au dénominateur, nous avons ρ au liquide. Alors, donnons un exemple dans le cas de substances de densité strictement inférieure à 1, c'est-à-dire moins dense que l'eau liquide. Ça veut dire que ρ sur ρ au liquide est strictement inférieur à 1, ça veut dire que ρ inférieur à ρ au liquide. Alors regardons un peu. Cas du liège. D égale 0,2, à peu près à une densité moyenne. On voit que ce bouchon de liège flotte à la surface de l'eau. Donc, on le remarque et on l'écrit, le liège flotte dans l'eau. Donnons un autre exemple. L'huile. Sa densité est de 0,9, grosso modo, c'est densité moyenne. On voit ici que l'huile surnage. C'est ce que l'on constate. L'huile surnage dans l'eau. Donc, voilà ce que l'on observe pour des substances de densité inférieure à 1. Nous prenons le cas maintenant de substances de densité supérieure à 1, c'est-à-dire plus dense que l'eau. C'est-à-dire que ρ est alors supérieur à ρ au liquide. Prenons un premier exemple, une pièce d'1 euro que l'on lâche dans un verre d'eau. Une pièce d'1 euro a une densité de l'ordre de 8. 8 sans unité, bien entendu. On voit que la pièce coule. Elle va au fond du verre. Une pièce d'1 euro coule. Prenons un autre exemple avec des liquides non miscibles. On va prendre le dichlorométhane, c'est un corps organique de densité, un corps pur bien sûr, de densité 1,3. Alors, on a mélangé une eau légèrement colorée en bleu avec du dichlorométhane qui lui est à l'état liquide et incolore. Voilà comment se disposent les deux liquides. On a ici deux phases. Et on voit que le dichlorométhane se trouve en dessous. Il vient se loger en dessous. Voilà ce que l'on remarque. L'eau colorée ici surnage et le dichlorométhane vient se loger sous l'eau colorée. Alors que faut-il retenir de tout ça? Alors, la valeur de la densité d'un objet solide ou liquide non miscible à l'eau doit vous permettre de prévoir la position, sans avoir fait l'expérience, mais de prévoir la position de cet objet par rapport à l'eau. Alors, si t est inférieur à 1, comme c'était le cas dans les exemples de gauche,
l'objet flotte, c'est le cas, le bouchon flotte, ou surnage, c'est le cas de l'huile qui surnage. Si D est supérieur à 1, c'est le cas des exemples examinés à droite. L'objet coule, cas de la pièce de 1 euro, ou vient se loger sous l'eau, c'est le cas du dichlorométhane. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut être capable de prévoir des situations. Densité d'un gaz. Toujours, c'est la classe du second. Alors, il faut la connaître, cette définition. La densité D d'un gaz de masse volumique ρ est une grandeur sans unité, toujours sans unité, définie par la relation. Cette fois-ci, c'était égal ρ sur ρr. ρr gazeux, bien sûr, un air à l'état gazeux. Et vous voyez que ce n'est plus ρ au liquide, où ρ et ρr sont exprimés avec la même unité. Même type de remarque que précédemment, mais cette fois-ci, c'est pour la densité d'un gaz. Elle est toujours référencée à l'air à l'état gazeux. Vous voyez que ρr à l'état gazeux, sous-entendu ici, est au dénominateur. Alors, nous allons, comme tout à l'heure, envisager deux cas. Le cas de gaz de densité inférieure à 1, moins dense que l'air. Regardons un peu. Le cas de l'hélium, de densité 0,17. Alors, vous voyez ici, nous avons une photo où des ballons ont été gonflés à l'hélium et on a attaché leurs ficelles au plancher. On voit que les ficelles sont toutes verticales. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ces ballons ont tendance à s'envoler. Mais bien entendu, ils vont être tenus par la ficelle. Donc, ils s'envolent parce que la densité de l'hélium est inférieure à 1. Donc, autrement dit, un ballon gonflé à l'hélium va nécessairement s'élever. C'est un peu le principe des montgolfières. Alors, deuxième cas, cas de gaz de densité, pardon, ici c'est supérieur à 1, vous m'excuserez, hein, c'est supérieur à 1, voilà, il y a une petite erreur de frappe, c'est-à-dire ici plus dense que l'air, hein, donc rectifié. Là, ici, on a du gaz carbonique de densité 1,4, vous voyez, ici c'est supérieur à 1,4. Ces ballons sont attachés par une ficelle, mais cette fois-ci, ils ne se sont pas soulevés, ils restent au sol. Ça veut dire que le gaz carbonique a tendance à faire descendre le ballon. Un ballon gonflé au gaz carbonique descend. Vous rectifierez bien, hein. Ce sont des gaz de densité supérieure à 1 strictement, donc plus dense que l'air. Valeur de la densité D. Alors ce qu'il faut retenir, c'est donc que la valeur de la densité D d'un gaz permet de prévoir le mouvement de ce gaz dans l'atmosphère. Si D est inférieur à 1, le gaz s'élève, et si D est supérieur à 1, le gaz descend.